S'il vous plaît, là, vous avez suivi, vous m'entendez parce qu'il y a une coupure. Oui, vous m'entendez, très Oui, bien. on vous entend. S'il vous plaît, vous pouvez répéter le traitement? Alors, maintenant, notre traitement, le traitement de fond, il fait appel aux corticoïdes, c'est la prédnisolone, à raison de 2 mg par kilo par jour, avec le calcium et la vitamine D. C'est pendant 4 semaines. Ça veut dire, si j'ai la prédnisolone, le comprimé, il est dosé à 5 mg. Donc, si l'enfant pèse 10 kg, donc 2 fois 10, ça va faire 20. 20 divisé par 5, ça va faire 4 comprimés. Donc, les 4 comprimés, on va les diviser en 2. Donc, ça sera 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. Et je donne ceci pendant 4 semaines. Chaque semaine, je dois faire ma chimie des urines avec un bilan lipidoprotéidique. À la 4e semaine, puisqu'on s'est dit c'est pendant 4 semaines, je dois faire le point. Si mon bilan est tout à fait normal, je vais garder la même dose de 2 mg par kilo et je vais passer un jour sur 2, c'est-à-dire durant 8 semaines. La même chose avec un bilan lipidoprotéidique chaque semaine et une chimie des urines. Au bout de la 8e semaine, je vais vérifier mon bilan. S'il est normal, tant mieux, ça veut dire l'enfant est entré en rémission. Là, je commence ma dégression à raison de 1,5 mg par kilo, un jour sur 2 pendant 15 jours. Et je fais toujours mon bilan. S'il est normal, alors après les 15 jours, je continue 1 mg par kilo, un jour sur 2 pendant 15 jours. S'il est bien, je continue encore à 0,5 mg un jour sur 2 pendant 15 jours. Si vous comptez la durée donc de traitement, 4 semaines, 8 semaines et 15, 15, 15, ça va faire 4 mois et demi. Maintenant, dans le cas où, après la 4e semaine, votre bilan est perturbé, faut-il arrêter le traitement ou bien essayer autre chose? Là, on va essayer de fortes doses de corticoïdes qu'on va donner par voie parentérale, ce qu'on appelle les bolus de solumédrol. Donc, les bolus de solumédrol, c'est-à-dire le jour, ça sera 3 perfusions de bolus de solumédrol. Le jour, c'est-à-dire c'est un jour sur 2. Par exemple, le dimanche, je donne les 4 comprimés de corticoïdes. Le lundi, c'est le bolus de solumédrol. Le mardi, les corticoïdes. C'est un jour sur 2. L'essentiel, 3 bolus et corticoïdes. Alors, au bout de la 5e semaine, je vais vérifier. Non, on est de bilan donc pathologique après la 5e semaine. S'il est donc le bilan il est normal, je vais reprendre le même schéma. Je passe un jour sur 2 pendant 8 semaines. Ensuite, je dégraisse. C'est pathologique. Là, c'est un syndrome néphrotique cortico-résistant et j'indique ma PBR. Sachez que 50% de ces enfants vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale et on a remarqué quand même la moitié donc vont évoluer spontanément vers la guérison. Est-ce que ça va? Oui, professeur, étudiant, très bien. Est-ce que ça va pour le traitement? Oui, très bien. Alors, on revient maintenant à la surveillance. Alors, les éléments de surveillance, c'est bon, oui. Alors, les éléments de surveillance, parce que vous avez les œdèmes, vous avez besoin du poids chaque jour, la tension artérielle, la température, un examen clinique appareil par appareil. Pourquoi? Parce que vous avez la polysérite, vous avez la péricardite, etc. Avec un pouls. Attention, pourquoi le pouls? À la recherche, donc, l'abolition des poux, donc thrombose les complications thromboemboliques, une chimie des urines une fois tous les 3 jours. Donc, et pour le bilan, c'est un bilan lipidoprotéidique chaque semaine. Quelles sont les complications? C'est les infections et surtout les infections à pneumocoque. À n'importe quelle localisation, méningite, péritonite, etc., il y a le collapsus cardiovasculaire. Sa cause, c'est quoi? C'est le pouls-volémie et on aggrave les choses quand on donne notre Lasélix. Les complications thromboemboliques causées par
et l'hypovolémie, et l'immobilisation, et l'hypercoagulabilité. Il faut les chercher partout. Il y a ce qu'on appelle les douleurs abdominales et les crises néphrotiques. C'est en rapport avec les œdèmes des séroses, c'est-à-dire des œdèmes au niveau des intestins. C'est pour ça qu'il a mal, il a des douleurs abdominales. Devant des douleurs abdominales atroces, donc vous demandez, vous palpez, vous avez un abdomen chirurgical, vous faites une écho, vous trouvez une acide, vous ponctionnez, vous envoyez en bactériaux, ils vous disent, tiens, vous êtes devant une péritonite médicale. Donc, il faut traiter par les antibiotiques et non pas la chirurgie. Les possibilités évolutives. Alors, rémission complète, c'est quelques définitions, c'est très important. Ça veut dire que c'est un enfant qui répond à la corticothérapie. Déjà, au bout de la 4e semaine, votre bilan est tout à fait normal. Donc, on va dire rémission complète. Mais pour parler de guérison, il faut que cette rémission, elle dure 2 ans sans que l'enfant fasse des rechutes. Rémission partielle, j'ai certes une protéinurie, donc elle est là, mais elle est basse, avec un taux d'albumine qui est tout à fait normal. Donc, il y a une rémission, mais elle est partielle. Les corticoïdes, pardon, le syndrome néphrotique résistant, c'est un syndrome néphrotique qui résiste au bout donc de la 5e semaine. Même après avoir tenté les bonus de Solémédrol, l'enfant ne répond pas. Son bilan lipidoprotésique, il est pathologique. Là, vous indiquez votre PBR. Il y a ce qu'on appelle les rechutes espacées. Quand vous terminez les 4 mois et demi de traitement, vous comptez 3 mois après l'arrêt du traitement. Si l'enfant rechute au-delà de 3 mois, on va lui donner cette étiquette rechute espacée. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous reprenez à zéro donc les corticoïdes à 60 mg par mètre carré ou bien à 2 mg par kilo par jour. Et dès que l'enfant entre en rémission, dès que vous remarquez que sa chimie des urines, donc elle est normale, vous comptez 6 jours après la disparition de la protéinurie, et vous descendez 1 jour sur 2, mais cette fois-ci, au lieu de 8 semaines, ça sera 1 mois. Ensuite, vous commencez votre dégression, regardez 45 mg par mètre carré pendant 1 mois, ensuite 30, puis 15, et puis vous arrêtez. La guérison, donc sachez, donc cet enfant-là, il faut le dire aux parents, il va continuer à faire des rechutes de plus en plus espacées. Si cette fois-ci, il a fait une rechute après 3 mois, après l'arrêt du traitement, peut-être la prochaine fois, ça sera une année après donc l'arrêt du traitement et après donc 18 mois, jusqu'à ce que donc il déclare sa guérison. La corticodépendance, ça veut dire on dépend de la corticothérapie. Et là, il faut chercher le seuil. Il y a la corticodépendance à haut seuil et à bas seuil. À haut seuil, lorsque généralement quand on passe à 1 jour sur 2, c'est-à-dire on garde la dose 2 mg par kilo 1 jour sur 2. C'est-à-dire votre seuil est supérieur à 15 mg par kilo par jour. Là, on est obligé d'utiliser les immunosuppresseurs tels que le méthotrexate avec ses risques donc de cancer secondaire, de stérilité, etc. Non seulement pour négativer la chimie des urines, mais pour essayer de baisser le seuil de la dépendance. Si cette fois-ci il est à haut seuil, peut-être la prochaine fois, quand il va rechuter, ce sera à bas seuil. Bas seuil, c'est moins de 15 mg par kilo par jour. Quand on commence la dégression, par exemple, je suis arrivée à 4 mg, à 4 comprimés par jour. Dès que j'ai enlevé un comprimé, j'ai remarqué que l'enfant a rechuté. Donc, le seuil de ma corticodépendance, donc je compte les 4 comprimés, 5, 5, 5, 5, ça va faire 20 mg. Bon, j'ai fait comme ça pour un enfant de plus donc de 10 kg. Donc, c'est moins de 15 donc, milligrammes. Dans ce cas, donc c'est à bas seuil. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre à zéro donc mon schéma, mais quand j'arriverai à 4 comprimés, je vais les laisser pendant 12 à 18 mois. Il y a les rechutes fréquentes, c'est le même traitement que la corticodépendance à bas seuil, c'est-à-dire on cherche la dose seuil, on va essayer de la garder pendant 12 à 18 mois. Par contre, il y a ce qu'on appelle la protéinurie non néphrotique. Des fois, les contrôles, vous remarquez que l'enfant a 1 à 2 croix des protéines, mais votre bilan sanguin, lipidoprotéique et votre protéinurie des 24 heures
et moins de 50 mg par kilo par jour. Mais il y a une petite protéinurie qui n'est pas physiologique. Là, vous essayez de la rattacher à une infection urinaire ou bien à une rhinopharyngite. Vous mettez une antibiothérapie pendant 5 à 6 jours et vous revoyez le malade. Si le malade n'a plus rien, ça veut dire que c'était une protéinurie non néphrotique en rapport avec une infection. On a terminé le syndrome néphrotique. Dites-moi si c'est bon ou pas. Yallah ya Malak. Est-ce que vous avez compris le traitement avec l'évolution, les complications? Oui, très bien. Est-ce qu'on peut enchaîner avec la GNA? Oui. Très bien, je vais demander aux techniciens, je ne sais pas comment on fait. Donc, on patiente un moment, je cherche là le technicien parce que je ne sais pas comment je manipule ce micro. Le deuxième tour. Oui. Non. Vous pouvez répéter? On doit faire devant. Un seuil faible, oui, d'accord. Très bien. Donc, il y a une question. Qu'est-ce qu'on fait devant une corticodépendance à bas seuil? J'ai donné juste donc un exemple. Un enfant qui pèse 10 kilos, vous remarquez, quand vous dégraissez, vous êtes en train d'enlever donc des comprimés. Hein, à chaque fois, vous enlevez des comprimés. Par exemple, l'enfant était à 2 comprimés. Dès que vous avez enlevé donc un comprimé, vous avez remarqué qu'il a rechuté. D'accord? Jusqu'à maintenant. Alors, si je compte les 2 comprimés que l'enfant avait, le comprimé, donc, il est dosé à 5 mg. Donc, 5 et 5, ça va faire 10 mg. Donc, 10 mg, c'est inférieur à 15 mg. Donc, vous comptez 15 mg par kilo et par jour. 15 fois 10, le poids de 10, ça va faire 150 mg. Donc, 10 mg, le chiffre est inférieur à 150 mg. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez votre schéma à 0. Ça veut dire vous donnez 2 mg par kilo par jour pendant 4 semaines avec une surveillance lipidoprotidique chaque semaine. Au bout de la 4e semaine, si l'enfant répond, le bilan est normal, vous passez la même dose en une seule prise, vous la donnez le matin, c'est pendant 8 semaines avec une surveillance. Si tout va bien au bout de la 8e semaine, vous dégraissez encore
15 mg, ensuite 10, mais vous faites très attention. Dès que vous arrivez à 2 comprimés, vous allez garder ces 2 comprimés, vous allez les garder pendant 12 à 18 mois, voire même pendant 2 ans. D'accord? Vous gardez pendant cette durée-là, cette dose seuil qui va maintenir ce syndrome néphrotique en rémission. Ça va? Je me suis fait expliquer? Ça va? Oui, c'est clair, professeur. D'accord, très bien. Alors, on enchaîne avec la glomérulonéphrite, Aouladi. Alors, glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. Ou alors post-streptococcique parce que c'est la glomérulonéphrite la plus fréquente chez l'enfant. D'accord? Alors, la même chose. Alors, on va commencer à énumérer le plan. Regardez, toujours en introduction, les objectifs. Ça revient à dire les objectifs, ce que vous devriez garder en fin de cette conférence, qu'un médecin généraliste doit maîtriser. On va définir la chose. On verra l'intérêt de la question, la pathogénie, la physiopathe et un mot sur la napate. Et puis, le chapitre que vous aimez tous, le tableau clinique avec lequel l'enfant vient et on soupçonne à travers ce tableau clinique une GNA post-infectieuse. Qu'est-ce qu'il faut demander comme bilan? Comment on traite cette GNA? Quels sont les éléments de surveillance? Quelles sont les complications? Et un mot sur la conclusion. Alors, on va commencer. Déjà, le terme glomérulonéphrite, c'est tout. Glomérulonéphrite, finalement, c'est quoi? C'est un ensemble de signes cliniques associés à un ensemble de lésions histologiques rénales. L'ensemble des signes cliniques, ça regroupe quoi? Ça regroupe un syndrome néphritique, بالإي ماهوش néphrotique, néphritique. Je m'en un syndrome néphritique. Ça veut dire l'enfant a une insuffisance rénale, une hématurie macroscopique, vous êtes en train de la voir, des œdèmes et des fois, c'est pas constant, vous avez une HTA. Ça veut dire, au lieu de me dire, voilà madame, cet enfant a une HTA, a des œdèmes, a une hématurie, vous allez me dire, il a un syndrome néphritique. Donc, qui est glomérulonéphrite, hein, l'enfant cliniquement a un syndrome néphritique. Des fois, il est associé à un syndrome néphrotique transitoire. Si ce syndrome néphrotique, il est permanent, c'est autre chose. Ça sera une glomérulonéphrite chronique. Ça a passé à la chronicité. Donc ça, c'est les signes cliniques associés à des lésions histologiques rénales. Et on ne sait pas ces lésions histologiques, si elles vont évoluer favorablement ou bien défavorablement. Le problème, quand elles évoluent défavorablement, cette glomérulonéphrite qu'on a considérée au début aiguë, elle va passer à la chronicité. C'est pour ça que les auteurs vous disent, tant que vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux dire qu'on est devant une glomérulonéphrite à début aigu parce qu'on ne connaît pas l'évolution. Maintenant, pour la GNA post-streptococcique ou bien post-infectieuse, c'est quoi? C'est une atteinte inflammatoire, iltihab, non suppurative, il n'y a pas de pus. Elle est diffuse et générale des glomérules des deux reins. Donc, ça touche l'unité fonctionnelle des reins. C'est le glomérule. Est-ce que la définition, elle est claire à l'oulad? Sahih, très Oui. bien. Oui, elle est claire. Pardon? Elle est claire, professeur. Très bien. Alors, je vais continuer. Alors, pathologie qui est fréquente, rappelez-vous tout à l'heure quand on a parlé de syndrome néphrotique, on s'est dit c'est la deuxième pathologie après la GNA. Donc la GNA, elle est la première pathologie en néphrologie pédiatrique. On la voit au-delà de 2 ans, mais avec un pic en âge préscolaire. Le germe responsable, c'est le streptocoque bêta hémolytique du groupe A. On peut l'avoir avec le méningo, avec le staph, avec un parasite qu'on appelle la Leishmania donovani, c'est le calaza, certains virus même. La porte d'entrée, c'est les infections ORL et les infections cutanées. C'est pour ça qu'on peut l'avoir en été et
en hiver. Là, c'est facile, je ne vais pas m'attarder. La pathogénie, donc quelle est la cause? Donc apparemment, la théorie qui a été avancée, elle est d'ordre immunologique. Et ça a été prouvé parce qu'on a Ça va pour la pathogénie? Ça va? Dites-le-moi, s'il vous plaît. On n'a pas entendu. Ça va pour la Non, pathogénie? répétez. Non, je répète. Alors, Oui. écoutez-moi, donc regardez avec moi. Alors, dans la GNA, d'ailleurs, comme la GNA et le RA, le germe était là, il a fait ses dégâts, il est parti. Donc, il faut qu'il y ait un processus immunologique. Le germe, quand il était là, il a déposé son antigène, l'organisme a répondu par la fabrication des anticorps, il y a eu la formation de complexes antigène-anticorps qui est soluble et qui s'est déposé au niveau de la membrane basale glomérulaire. Il se dépose au niveau du rein. Alors, ça va maintenant pour la pathogénie, Alouled? Ça va, c'est clair? Oui. Alors, on continue maintenant avec la physiopathe. Alors, je rappelle la définition. On a dit c'est une inflammation non suppurative, diffuse et générale des glomérules des deux reins. Donc, il y a l'iltihab, il n'y a pas de pus des glomérules. Donc, c'est des glomérules qui sont tuméfiés, c'est des glomérules qui sont malades, qui sont inflammés, qui sont lésés. Quand les glomérules sont lésés, donc on va avoir une hématurie, plus ou moins une protéinurie. C'est pour ça que je vous ai dit un syndrome néphritique. D'accord? Étant donné que le glomérule, c'est l'unité fonctionnelle, donc c'est la filtration glomérulaire qui va être perturbée. Donc il va y avoir une diminution de la filtration glomérulaire. Si la filtration glomérulaire elle est basse, l'organisme va répondre avec une retention hydrosodée. Qui dit retention hydrosodée, il y a le risque de DAM et d'HTA. Pourquoi il y a cette HTA? Tout simplement, c'est une retention hydrosodée au niveau sanguin et au niveau de l'interstitium. Donc, faites la différence avec le syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, les œdèmes sont dus à une baisse de la pression oncotique. Tout l'eau qui était au niveau vasculaire, il va passer au niveau de l'interstitium. Par contre, dans la GNA, vous avez une diminution de la filtration glomérulaire, réflexe, retention hydrosodée, où l'eau et le sel, il sera une fois donc il y a une retention au niveau vasculaire et au niveau de l'interstitium. D'où le risque de l'HTA, d'où le risque de l'OAP, d'où le risque de la défaillance cardiaque et de l'œdème cérébral. Est-ce qu'on a compris? Ah bon? Oui, très bien. Je redémarre pour voir. Est-ce qu'on a compris la physiopathe, Alouled? Oui. Oui. Vous avez compris la physiopathe? Oui. Très bien, on continue. Sahih. Alors, l'anapathe, alors si on fait une biopsie et on en va en anapathe, on va vous répondre quand c'est une GNA simple, elle n'est pas compliquée, on va vous dire une prolifération endocapillaire
des glomérules. C'est à l'intérieur, donc pas au niveau de la capsule de Bowman, donc à l'intérieur, ça veut dire c'est des glomérules qui sont tuméfiés avec une hypercellularité. Et on vous dit, en microscopie électronique, on a trouvé des dépôts coniques, des dépôts sous forme triangulaire. Et quand on a cherché, finalement, c'est quoi? C'est les IgG et c'est le complément C3. Donc, le complément C3, finalement, il est consommé au niveau donc du version épithéliale de la membrane basale glomérulaire. Par contre, dans les formes sévères de la GNA avec une HTA, avec une défaillance cardiaque, etc., il y a une prolifération endocapillaire et extracapillaire. Ça passe jusqu'à l'espace de Bowman. Et là, ce qu'on appelle une GNA maligne. Là, la GNA maligne, il faut la dépister précocement pour pouvoir la traiter à temps, parce que si vous passez à côté, l'évolution, elle va aller vers la fibrose et c'est l'insuffisance rénale terminale dans un délai, si vous voulez, donc d'une dizaine de jours. On verra plus tard comment on soupçonne cette GNA maligne. Alors, je continue maintenant. Alors, l'étude clinique, généralement, si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'origine immunologique, je vous ai dit le germe était là, il a fait ses dégâts, il est parti. Donc, il y a un intervalle libre. Regardez, le début, généralement, il est brusque, après à peu près donc 3 semaines, hein, après l'épisode infectieux. C'est-à-dire l'enfant fait une rhinopharyngite, fait une infection cutanée à streptocoque, ou bien à méningo, ou bien les autres germes. 3 semaines après, il vient chez vous pour des œdèmes, pour une HTA, pour. Donc, il y a un intervalle libre entre l'épisode infectieux et le tableau actuel. Quand vous prenez, donc, vous examinez l'enfant, vous allez rechercher le syndrome néphritique, les hématuries macroscopiques, les œdèmes, et vous regardez si vous avez. Alors, je suis revenue. Donc, vous cherchez un syndrome néphritique, ça veut dire des œdèmes, une hématurie macroscopique et une insuffisance rénale. Donc, insuffisance rénale, vous allez faire un bilan rénal. Mais avant ça, vous devriez prendre votre tension artérielle. La tension artérielle chez l'enfant, pas comme chez l'adulte, où on vous dit au-delà de 14,10 ou là actuellement donc 13,9, c'est une HTA. Non, chez l'enfant, c'est en fonction de la taille, en fonction du sexe. Il y a des courbes spécifiques pour les garçons et pour les filles. Et voici donc la définition. Sur les courbes, donc vous prenez donc la taille de l'enfant en ordonnée et les prises de la tension artérielle en bas et vous rejoignez la taille de l'enfant avec donc le chiffre tensionnel. Donc vous avez donc à l'intérieur de ces courbes-là, il y a 3 couloirs où c'est marqué HTA limite, confirmée et menaçante. Donc ça dépend de votre chiffre tensionnel, donc où vous vous situez dans l'HTA limite, confirmée ou menaçante. Des fois, ce sont les complications qui tirent donc l'enfant, qui ramènent l'enfant à consulter. Une défaillance cardiaque, un OAP, une insuffisance rénale, un œdème cérébral, c'est un enfant qui convulse, c'est un coma, rarement, donc une cécité. Donc, voici le tableau clinique, mais des fois, exceptionnellement, il y a les formes asymptomatiques et c'est difficile de faire le diagnostic. On les voit dans 50% des cas. Les signes cliniques qui ne sont pas là, ou bien ils sont discrets, mais on a la biologie. Ça veut dire j'ai une insuffisance rénale, j'ai une hématurie, j'ai le complément C3, les aslos qui sont élevés. Mais cliniquement, je n'ai pas d'œdème, voilà, j'ai pas d'œdème, je n'ai pas d'HTA, etc. Biologiquement, je confirme le diagnostic. Il y a des formes là où il n'y a ni hématurie ni protéinurie, mais c'est le même tableau clinique que classique, avec un sédiment urinaire tout à fait normal. Et il y a les formes avec un syndrome néphrotique permanent. Là, je vous ai dit dès le départ, attention, quand il est là, il est permanent, c'est une glomérulonéphrite chronique type membrano, donc proliférative. Dans le pronostic, il est réservé. Qu'est-ce qu'il faut demander comme bilan?
Là, je suis devant une hématurie. Si elle est macroscopique, ce n'est pas la peine de faire le compte d'Addis. Si j'ai une protéinurie, je dois confirmer, voir si c'est un syndrome néphrotique. Donc, je fais donc la protéinurie des 24 heures, le taux d'albumine, les protides et donc les lipides. L'examen du culot urinaire, la fonction rénale urinaire, fonction rénale sanguine, bilan lipidoprotidique pour voir si j'ai un syndrome néphrotique associé, le complément C3, les ASLO ou bien les autres types d'enzymes qui dit ou bien qui témoignent de l'infection streptococcique. Donc, à retenir, je suspecte une GNA post-streptococcique quand j'ai un intervalle libre entre l'épisode infectieux et le tableau actuel, associé à un syndrome néphritique, associé à un complément C3 bas et avec des ASLO élevés. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous me suiviez? Est-ce que ça va? Oui, professeur, très bien. Alors, on continue. Alors, diagnostic différentiel. Rappelez-vous, au départ, quand je vous ai dit, j'ai commencé la définition pour dire glomérulonéphrite seule, parce qu'il y a d'autres glomérulonéphrite, et nous, ce qu'on est en train d'étudier, c'est la post-infectieuse. Il y a ce qu'on appelle un début d'une glomérulonéphrite chronique, ça peut être un début. Il y a la maladie de Berger. C'est quoi cette maladie de Berger? C'est une pathologie, c'est une glomérulonéphrite, le même tableau clinique que la GNA post-streptococcique, mais elle est contemporaine avec une infection ORL. Ça veut dire, à chaque fois où l'enfant il fait donc une infection ORL, il fait son syndrome néphritique. Donc, il y a une récidive. Contrairement à la GNA post-streptococcique, il n'y a jamais de récidive. Le fait qu'il y ait donc une récidive, il faut redresser le diagnostic. Comment je confirme la maladie de Berger? Il faut faire une biopsie rénale. On va vous dire que c'est une néphropathie à IgA. Il y a la maladie d'Alport également. C'est une néphropathie à IgA. Et là, vous la soupçonnez quand vous avez un syndrome néphritique, contemporain également à des infections. Mais dans les antécédents, vous trouvez du côté, parce que c'est lié à l'X, les oncles du côté maternel. Il y a les antécédents de néphropathie et il y a surtout les antécédents de surdité. Il y a également les glomérulonéphrite du purpura rhématoïde. Purpura rhématoïde, c'est une vascularite qui touche tous les vaisseaux, même les vaisseaux des intestins. Ça se manifeste cliniquement par des arthrites avec une vascularite, donc des taches purpuriques en rapport, en contact des poignets, au contact donc des chevilles, ce qu'on appelle en gants et en chaussettes. Il y a les glomérulonéphrite dans le cadre de l'EPUS. Donc, le diagnostic de ces 5 glomérulonéphrite, je les considère quand je suis devant une évolution inhabituelle d'une GNA que j'ai considérée au départ comme post-streptococcique, devant une récidive d'une GNA que j'ai considérée comme post-streptococcique, ou devant la persistance des signes de gravité. S'ils sont là, malgré que j'ai traité, ça persiste. Là, attention, ça peut être un début d'une JNC, ça peut être maladie de Berger, un Alport, un purpura rhématoïde ou bien un lupique. Alors, ça va pour le diagnostic différentiel, je continue? Je continue? Très bien. Alors, les éléments de surveillance, rappelez-vous que vous avez une retention hydrosodée, c'est très grave, c'est un malade qui risque de faire une défaillance cardiaque, donc je fais un examen complet, un examen neurologique, cardiovasculaire, pleuropulmonaire, je prends le poids chaque jour, ma tension artérielle, pourquoi pas ne pas le mettre sous dynamate de la tension artérielle, je sonde le malade, donc la durée des 24 heures est horaire, une fonction rénale, c'est obligatoire, et des 6 signes d'appel. Vous faites donc votre fond d'œil, la radiographie du thorax et le complément C3. Les complications sont en rapport avec l'HTA et l'oligurie. L'OAP, défaillance cardiaque, la convulsion, l'encéphalopathie hypertensive. J'ai oublié ici l'œdème cérébral, l'amorose qui est heureusement donc réversible et l'anurie avec une insuffisance rénale. Alors, donc, une fois, si vous voulez, donc, certains malades, quand on les traite,
L'évolution, elle est bonne, si vous voulez. Ma chimie des urines, donc, elle est normale. Il n'y a plus d'œdème, il n'y a plus de tension artérielle. Je peux libérer ces malades. Bien sûr, je les revois 1 ou 2 fois. Donc, s'il n'y a rien, tant mieux. Je suis sûre, c'est une GNA post-streptococcique. Mais maintenant, il y a des enfants que j'ai traités comme une GNA post-streptococcique, mais ils gardent quand même une chimie des urines perturbée. Je ne vais pas garder pendant 18 mois donc à l'hôpital. Je vais les libérer avec des contrôles au départ rapprochés, donc 1 mois après le début de la maladie, ensuite tous les 3 mois jusqu'à 1 an. Pourquoi? Pour voir et pour rechercher les critères de guérison. Généralement, les critères de guérison, c'est la régression du syndrome néphritique en quelques jours. Il n'y a plus d'œdème, il n'y a plus d'HTA, il n'y a plus d'insuffisance rénale, etc. au bout de quelques jours. Disparition de l'hématurie en moins de 1 mois, microscopique dans 18 mois. Donc, j'ai un délai de 18 mois. Donc, ces enfants-là, je dois les revoir dans un délai de 18 mois. Disparition de la protéinurie en 3 mois, pour certains 6 mois. Normalisation de complément C3 en 6 à 10 semaines et les astos se normalisent au bout de 15 jours. Ça veut dire quoi? Si j'ai une hématurie macroscopique qui est là au-delà de 1 mois, j'indique ma PBR. Si mon hématurie microscopique, elle est là au-delà de 18 mois, j'indique ma PBR. La protéinurie, elle est là au-delà de 6 mois, j'indique la PBR. Le complément C3 est toujours bas au-delà de 10 semaines, j'indique la PBR. Les aslos ne se normalisent pas au bout de 15 jours, j'indique la PBR. Là, c'est sûr que je ne suis pas devant une GNA post-streptococcique. Peut-être je suis devant une maladie de Berger ou bien un Alport. Alors, ça va jusqu'à maintenant avant qu'on passe aux indications de la PBR. Quels sont les signes de gravité? Oui, alors, je continue.